Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. La planète brûle, mais que fait l'Europe et Bruxelles pour relever le défi climatique? Pas assez, selon de jeunes activistes qui ont décidé de radicaliser leur action. On en parle avec Nicolas Van Nuffel de la Coalition Climat, avec Benoît Biteau, député européen français, et avec Chloé Mikolajczak, une jeune activiste climatique bruxelloise. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et tout d'abord, je vous présente Nicolas Van Nuffel. Merci d'être avec nous. Vous travaillez au CNCD 11-11-11, le forum des ONG en Belgique, et vous êtes aussi le président de la coalition climat qui rassemble 90 associations de militants. Alors, le réchauffement climatique, c'est encore un défi à relever ou c'est foutu ? Ah, c'est sûrement pas foutu, mais il est vraiment temps de s'y mettre, on va dire. Malheureusement, on ne va plus éviter le dérèglement climatique. Et l'été qu'on a connu en 2021 avec les inondations en Wallonie, et puis en 2022 avec les sécheresses, montre que même chez nous, maintenant, le dérèglement climatique, il est là. Mais si on se retrousse les manches et qu'on se serre les coudes, on peut encore s'en sortir, et c'est pour ça qu'on se mobilise. Mais quand on entend Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui ouvre la COP27 en disant « Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique » avec le pied toujours sur l'accélérateur, c'est vrai qu'on a le droit d'être inquiet. Il y a sérieusement de quoi être inquiet, mais entre dire que si on n'agit pas et qu'on ne sort pas, qu'on ne prend pas la première bretelle d'autoroute pour en sortir, on est fichu, et dire qu'on est déjà fichu, ce n'est pas la même chose. Et donc tout le travail qu'on mène à la coalition climat, c'est et de mobiliser la population belge et de nous adresser aux responsables politiques pour leur dire il est temps de rehausser les ambitions, d'y aller plus vite, plus fort et de façon plus solidaire. Alors, cette COP27, il n'y a pas la Chine. Est-ce que c'est grave ? Alors la Chine est là, son président n'est pas venu, mais elle est quand même dans les négociations. Mais oui, c'est grave l'absence du président chinois. C'est une absence qui est symbolique, mais qui est très forte. On sait qu'aujourd'hui, la situation géopolitique mondiale fait que les États-Unis et la Russie ne se parlent plus à cause du fait que la Russie a agressé l'Ukraine. Les États-Unis et la Chine ne se parlent plus à cause des tensions à Taïwan. Les deux Corées sont au bord de la guerre. Et pendant ce temps-là, nous courons, comme le dit Antonio Guterres, à toute vitesse vers le mur. Donc il faut absolument qu'on retrouve des solutions pour pouvoir dialoguer. Et le cœur du problème climatique, il se situe en Europe, aux États-Unis et en Chine, dans l'ordre ou dans le désordre. Et ces trois grandes puissances mondiales, qui sont les trois premières émettrices, doivent absolument se parler pour agir. Mais on montre du doigt la Chine, plus gros pollueur de la planète. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu hypocrite? Parce qu'il y a quand même 1,5 milliard d'habitants. Et si on ramène les émissions de CO2 au nombre d'habitants, finalement, la Chine n'est pas un si mauvais élève que ça. Alors, tout dépend comment on regarde les choses, mais en plus, ce qu'il faut regarder, c'est les émissions historiques, parce qu'on sait que le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, il reste environ 150 ans avant de disparaître. Et donc, on doit regarder toutes les émissions depuis la fin du 19e siècle. Et là, il n'y a pas de doute. Les responsables historiques du réchauffement climatique, ce sont les pays européens et les États-Unis, d'où ce qui va être le cœur des tensions à la COP, c'est cette tension actuelle entre pays du Nord et pays du Sud, où les pays du Sud disent à nos pays, vous êtes historiquement responsables, donc vous devez maintenant prendre vos responsabilités, accélérer la réduction de vos émissions et mettre de l'argent sur la table. Alors, pendant que la COP27 se déroule en Égypte, il y a quand même des actions qui vont être menées à Bruxelles, notamment celle d'un collectif de citoyens qui a décidé de placer au rond-point Schuman une copie de la pierre de Rosette. C'est un petit clin d'œil à l'Égypte, ça. Alors c'est à la fois un clin d'œil à l'Égypte évidemment, et puis c'est surtout un clin d'œil aux besoins de traduction qu'on a, ce que ce collectif qui s'appelle Pacman a voulu mettre en place. C'est une action... Oui, parce qu'il faut rappeler que la pierre de Rosette, c'est cette pierre de l'Égypte antique qui a permis effectivement de déchiffrer les hiéroglyphes. Tout à fait. Donc ce collectif a voulu prendre cette image-là pour dire mais enfin, tout est écrit depuis 50 ans. Il y a 50 ans tout juste, un rapport qu'on appelle le rapport Meadows, qui s'appelait The Limits to Growth en anglais, on l'a mal traduit par Halte à la croissance en français,
disait quasiment tout sur les limites de la planète. Il y a 30 ans, le premier grand rapport du GIEC, rapport international sur le climat, disait à peu près ce que dit le 6e rapport qui est en train de sortir. On a juste gagné en précision depuis, mais les prévisions se réalisent. Et on n'arrive pas à traduire ça en action. C'est ce que ce collectif a voulu mettre en évidence. Et je voudrais insister sur le fait qu'au-delà de la symbolique très, très forte et très chouette de cette dynamique qui est vraiment partie de citoyens, d'un groupe motivé, il y a la pierre, mais il y a aussi, et j'invite les Bruxellois et Bruxelloises qui nous regardent à les rejoindre, 2 semaines d'action en fait au rond-point Schuman. Il n'y a pas seulement une pierre, il y a aussi une tente où ont lieu des nuits de débat, des après-midi de discussion avec des interventions de très haut niveau, de différents chercheurs universitaires, etc. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour à Schuman pour continuer à débattre ensemble de cette question climatique qui nous concerne vraiment dans notre quotidien. Alors ça, ce sont des actions gentilles. Il y a aussi une radicalisation de la part de certains activistes. Vous comprenez cette radicalisation, vous ? Moi, je peux que le comprendre. Je ne vais pas vous dire que moi, j'agirais exactement comme chacun et chacune d'entre eux. Mais premièrement, je crois qu'il faut insister sur le fait que les grands changements dans l'histoire, ils sont toujours passés par une multiplication des modes d'action. Il faut des gens qui créent le monde de demain à travers des nouveaux magasins coopératifs, des champs agroécologiques, etc. Il faut des gens qui mobilisent en masse, et c'est le rôle de la coalition climat, et qui puissent aller parler au monde politique, mais il faut des protestataires. Le monde n'a pas changé sans Gandhi, il n'a pas changé sans Martin Luther King, on a absolument besoin des protestataires. Mais alors, quand on manifeste devant Total Energy, ou quand on va faire une manifestation dans un garage BMW ou Aston Martin, on voit un petit peu le lien avec le réchauffement climatique. Quand on s'attaque à des tournesols de Van Gogh, c'est un peu plus compliqué quand même à faire passer le message. Je suis d'accord que c'est perturbant, mais je crois que l'objectif est de perturber. Et je pense qu'il faut le voir comme l'expression d'une détresse de jeunes qui sont descendus massivement dans la rue. Je rappelle qu'en 2019, on est monté jusqu'à 8 millions de personnes descendues le même jour dans la rue, derrière les Fridays for Future, les grèves de jeunes derrière Greta Thunberg. Depuis, on a entendu plein de promesses, mais on ne voit pas concrètement la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, il y a l'expression d'une détresse. Je ne dis pas que moi j'ai envie d'aller jeter de la soupe sur une peinture, mais je pense que ce qu'il faut pointer d'abord, c'est l'absence d'action de nos responsables politiques. Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, a fait un très bel éditorial récemment qui disait « La meilleure réponse aux activistes, c'est l'action ». Mais quand François Gemenne, membre du GIEC et qui n'est pas suspect, déclare que ce type d'action rate sa cible parce qu'elle est trop intellectuelle en quelque sorte. Je peux comprendre le point de vue de François Gemenne sur cette question-là, et c'est clair que l'objectif de ces activistes de Just Stop Oil, finissons-en avec le pétrole, on pourrait traduire, c'est de perturber, c'est de nous questionner, et en tout cas, il faut leur reconnaître un mérite, qu'on approuve ou pas leur mode d'action, c'est qu'ils nous obligent à débattre du climat, et rien que pour ça, ça valait la peine. Alors, on va écouter précisément maintenant une jeune activiste climatique bruxelloise, c'est Chloé Mikolajczak. Elle a notamment été porte-parole de Code Rouge, ce mouvement qui a mené des actions contre Total Energy en Belgique. Question très simple que je lui ai posée. Qu'attend-elle de la COP ? Réponse. Alors on n'attend pas énormément de choses. En tout cas, nous, la plupart des militants, d'ailleurs, énormément de militants ne se sont pas rendus en Égypte pour cette COP, pour un certain nombre de raisons, notamment l'actualité politique en Égypte, la situation politique, mais aussi parce qu'effectivement, on a tendance à avoir pris l'habitude d'être extrêmement déçus de ces COP. Alors ça reste une caisse de résonance importante, ça reste le seul processus qu'on a aujourd'hui pour parler de ces sujets-là, donc c'est pas complètement inutile non plus. Et surtout, là, ce qu'on espère, c'est de réelles avancées sur la question des pertes et des préjudices, notamment pour les pays du Sud, mais au-delà de ça, on n'a pas de réelles attentes, on ne pense pas que ça va révolutionner la question du climat. Vous considérez que ce sont des grandes conférences où on fait beaucoup de promesses, mais des promesses non tenues en quelque sorte ? Oui, et on le voit, depuis les premières COP, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. 2021 et 2022, on voit que les émissions continuent également à augmenter, après une baisse en 2020 à cause du Covid. Donc non, on n'a pas les résultats tangibles qu'on attend. Et les derniers rapports disent d'ailleurs qu'on est actuellement sur une trajectoire plutôt à 2,6 voire 2,8 degrés, ce qui est très loin de l'objectif initial de l'accord de Paris qui était 1,5. Mais alors, on tire quand même successivement le signal d'alarme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'aujourd'hui, les différents dirigeants de ce monde ont entendu le message, votre message ? Ils l'ont entendu, ça c'est sûr. Ce serait difficile de ne pas l'entendre avec la diversité des tactiques qui sont aujourd'hui utilisées, que ce soit du plaidoyer ou de la désobéissance civile ou de l'activisme, on va dire, plus traditionnel des ONG. Donc ça, ils l'ont entendu, c'est certain. Mais pour l'instant, ils n'agissent
pas ou peu, en tout cas, sur ces questions-là. Et il y a aussi cette question du système économique aujourd'hui qui n'est pas discutée au sein des COP et qui est quand même la première raison pour laquelle on va droit dans le mur aujourd'hui. On ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète avec des ressources finies. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas encore au centre des discussions au sein des COP aujourd'hui notamment. Et même au niveau européen, on n'est pas encore au point où on a une réelle remise en question du système économique. Le Green Deal européen, vous n'y croyez pas non plus alors? C'est mieux que rien. C'est ça que je pense que je vais dire, mais c'est important de se rappeler que la première phrase du Green Deal européen, c'est de dire que c'est une stratégie de croissance. Donc on reste encore aujourd'hui enfermé dans ce paradigme de la croissance infinie et de l'idée qu'on pourrait éventuellement découpler croissance et émissions, ce qui n'est pas le cas, c'est démontré étude après étude. Donc il faut vraiment qu'on sorte de ce paradigme si on veut avoir une chance d'éviter d'aller droit dans le mur. Alors, c'est parce que vous n'y croyez plus vraiment que vous optez pour des actions plus violentes, de désobéissance civile notamment? Alors, je pense qu'on y croit, ça c'est un point important. On y croit toujours parce que sinon on ne ferait plus rien et à ce moment-là on tomberait dans le désespoir et on ne peut pas, notamment parce que ce n'est pas qu'une question de futur, il y a aussi les personnes qui aujourd'hui subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Alors, les actions de désobéissance civile, je tiens à le préciser, la grande majorité sont non violentes. Ça n'est pas des actions violentes, ça peut être visuellement interpellant, mais on n'est pas sur de la violence aux personnes. La plupart d'ailleurs, exclusivement toutes les œuvres d'art récemment qui ont été visées, étaient protégées par une vitre et il n'y a pas eu de dégradation. Donc pour moi, on ne peut vraiment pas parler d'action violente. C'est un autre type d'action, c'est de la désobéissance civile, c'est un autre outil dont nous disposons aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on regarde en général l'histoire et les grands changements sociaux dans l'histoire, ils ont souvent suivi des actions de désobéissance civile. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'attaquer à une BMW ou une Aston Martin qu'à une œuvre d'art de Van Gogh? Je pense qu'on peut absolument débattre des cibles, je pense qu'on peut débattre des tactiques, mais le problème aujourd'hui, je pense, c'est qu'on met trop l'accent sur les tactiques utilisées versus le message qu'on essaye de faire passer en tant qu'activiste, tout simplement. Et je pense qu'aussi, derrière ces actions, il y a une forme de désespoir aujourd'hui, une forme de désespoir de ne pas être entendu depuis tellement d'années, d'avoir essayé à peu près tout ce qui était possible, que ce soit les marches pour le climat, que ce soit le plaidoyer traditionnel. Et encore aujourd'hui, on voit dans les résultats, la science nous le dit, l'ONU nous le dit, qu'on est très loin de nos objectifs. Donc oui, la désobéissance civile, aujourd'hui, c'est une nouvelle tactique, enfin, nouvelle, pas quand on regarde l'histoire, mais c'est une tactique nouvelle, en tout cas, sur la question du climat, et c'est une tactique qu'on va continuer à utiliser pour essayer de faire passer notre message. Voilà, retour sur notre plateau au Parlement européen avec toujours Nicolas Van Nuffel. Et si vous avez envie de mieux comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces jeunes activistes, eh bien, je vous conseille la lecture du dernier numéro de Imagine, un numéro qui publie également un sondage que vous avez soutenu, Nicolas Van Nuffel, et qui prouve que les Belges, eh bien, ils sont prêts au changement. Oui, c'est de sondage en sondage, en fait, on voit que d'une part, malgré la crise de Covid, malgré la crise énergétique, etc., les Belges et les Européens en général continuent à voir la crise climatique comme un sujet de préoccupation majeur. Ça ne baisse pas, même si à certains moments, le pic de Covid, au cœur du pic de Covid, évidemment, c'était ça le sujet de préoccupation premier. Mais la préoccupation pour le climat reste. Deuxièmement, on voit que les Belges, eh bien, ils sont prêts à y aller, ils sont prêts à ce qu'on prenne des mesures ambitieuses. Certaines font plus débat que d'autres, mais ça c'est normal, c'est ça la démocratie. Mais il y a une envie d'y aller. Mais pour qu'on y aille, on doit y aller ensemble. Et notre outil pour y aller ensemble, c'est l'État. L'État, dans une démocratie, c'est simplement l'outil collectif pour mener des projets en commun. Alors, à la COP27, les pays sont représentés, l'Union européenne également, le Parlement européen, par exemple, a une délégation en Égypte. Il y a aussi les villes et les régions. Est-ce que les collectivités locales, des villes comme Bruxelles, ont un rôle particulier à jouer dans ce défi climatique? Oui, tout à fait. En fait, face à la crise que nous affrontons aujourd'hui, on peut se priver d'aucune force. Et donc, il faut l'espace des États. En fait, le cœur de la COP, c'est évidemment les négociations entre États, mais il faut aussi qu'on permette la rencontre entre les gens ou les entités qui sont en recherche de solutions. Et face aux freins que certains États mettent, eh bien, on voit que des collectivités, alors que ce soit des États fédérés, c'est le cas de la région bruxelloise, ou des collectivités, des villes, des communes, etc., profitent de ces espaces de la COP pour avancer, et parfois pour avancer en dépit du refus d'avancement de leurs États. On a par exemple vu que pendant les années Trump, eh bien, toute une série d'États et de villes américaines ont dit « nous, on veut mettre en œuvre l'accord de Paris » et on va au COP pour le dire et chercher des solutions. Est-ce que la région bruxelloise, puisque vous en parliez, est un bon élève? Est-ce qu'elle est sur la bonne voie pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors, historiquement, non.
Soyons très clairs, la région bruxelloise, pas plus que la région wallonne, la région flamande, ne sont dans les bons élèves. La Belgique, lors du dernier score de performance climatique qui était sorti pendant la COP l'année passée, le prochain va sortir ce lundi, demain, la Belgique était le 49e pays au classement, donc vraiment pas une bonne élève. On sait que les émissions de la Belgique ont stagné pendant toute la période de 2014 à 2019. 2020, c'est une année particulière, évidemment, avec le Covid. Maintenant, je voudrais quand même aussi mettre une note positive. Nos mobilisations, elles ont servi à quelque chose. Quand on est descendu dans la rue en 2018-2019, notre grande revendication, c'était que l'Europe, et derrière la Belgique, Bruxelles, réduisent leurs émissions d'au moins 55%, plus de moitié pour 2030, pour arriver à zéro carbone en 2050. Eh bien, on l'a obtenu. C'est ça le Green Deal européen. Donc, ce que nous demandions, nous l'avons eu. Et en région bruxelloise, ça a entraîné un rehaussement des ambitions. Les ambitions de réduction d'émissions pour 2030, c'était 40%. Et grâce à nos mobilisations, le nouvel accord de gouvernement, il dit 47%. Et il y a un projet de plan qui a été déposé et qui est en débat pour le moment, qui doit être remis à la Commission européenne l'année prochaine, avec plein de mesures qui sont prises en région bruxelloise. On espère qu'on va enfin accélérer, changer de braquet dans la transformation de notre ville. La mesure phare, c'est l'isolation des bâtiments, des maisons, des bâtiments publics, mais également des maisons qu'on habite, vous et moi. Oui, sans aucun doute, en Belgique et à Bruxelles en particulier. Il faut savoir que la moitié des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles sont dues aux bâtiments. Entre autres parce qu'on a moins de grandes industries, évidemment, puisqu'on est dans une grande ville. Mais donc, chez nous, à Bruxelles, sans aucun doute, d'abord et avant tout, il faut qu'on accélère le rythme auquel on isole Avec le logement. la question très pratique, qui va payer cette isolation des maisons individuelles en particulier, des appartements? Tout à fait. Et donc là, ce qui est essentiel, c'est qu'on mette en place des outils publics qui permettent de financer cette isolation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut évidemment aller chercher l'argent, il faut l'emprunter, mais l'État a la capacité d'emprunter en masse. Mais derrière, en fait, ça va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Il faut qu'on voit quel mécanisme financier on met en place. Mais je vais vous donner un chiffre absolument hallucinant. Si vous isolez les logements des 10% les plus pauvres de la population, eh bien vous allez récupérer l'argent que vous avez investi en moins de 3 ans sur les caisses de la sécurité sociale. Les Bruxellois qui habitent des logements sociaux, qui habitent des logements mal isolés, seront moins malades, ils iront travailler, ils devront moins se soigner, et les caisses de la sécurité sociale, et on sait à quel point notre sécurité sociale a besoin d'être refinancée, s'en porteront beaucoup mieux. Donc allons-y, empruntons l'argent, c'est de l'investissement, ce n'est pas de la dépense. On sait que Bruxelles a décidé d'interdire, comme beaucoup d'autres grandes capitales, les voitures les plus polluantes. Il faut aussi interdire les grosses voitures, les SUV, ces voitures surélevées, là, dont on n'a pas vraiment besoin dans une ville comme Bruxelles. Moi, je pense qu'il va falloir, il faut d'abord saluer la décision de sortir pour 2035, on sort des voitures à l'essence et au diesel. On doit absolument veiller à ne pas remplacer tout ça par des voitures électriques. Les voitures qui resteront devront être électriques, mais il faut beaucoup moins de voitures. Et pour ça, il nous faut des pistes cyclables, des transports en commun, des voitures partagées, etc. Mais derrière, on va devoir, c'est clair, poser la question du poids des voitures. Repenser au poids ou à la taille d'une voiture moyenne en 1985 ou en 1990, au moment du premier rapport du GIEC. Les voitures ne cessent de grossir et c'est alimenté par la publicité qui nous donne envie de voitures de plus en plus grosses. C'est beaucoup de matière, beaucoup d'énergie et c'est inutile. Alors, on va rejoindre à présent Benoît Biteau. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen dans le groupe des Verts. Alors, question rituelle, qu'est-ce que vous attendez de la COP ? On attend toujours quelque chose d'une COP, quel que soit son numéro, parce qu'on a rendez-vous avec l'histoire sur ces enjeux du climat, de la biodiversité, de la santé. Et donc, dans ce contexte actuel, on doit absolument, et plus le temps passe, plus il y a un caractère d'urgence, on doit absolument trouver une trajectoire qui nous permette de préserver notre capacité à vivre sur la planète sur fond de changement climatique. Donc il faut agir vite. Donc il y a toujours une attente. Malheureusement, les COP s'enchaînent, les années passent et les objectifs sont toujours, ou les moyens pour atteindre les objectifs sont toujours différés. Alors, vous êtes député européen, mais vous êtes aussi agriculteur, paysan, comme vous aimez le dire. L'agriculture, elle est à l'agenda de cette COP ? L'agriculture peut être, je dis bien peut être un secteur économique éminemment stratégique dans la lutte contre le changement climatique. Or, là encore, pour cette COP27, l'agriculture n'est pas concernée par les ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, voire de séquestration de gaz à effet de serre. Alors que je viens de le dire, l'agriculture est un secteur éminemment stratégique sur ces enjeux du climat.
D'abord parce que l'agriculture est victime du changement climatique. On le voit avec les épisodes de sécheresse, on les voit avec les épisodes d'inondation. Donc on voit bien à quel point l'agriculture est impactée par ces épisodes climatiques. Mais l'agriculture est aussi coupable, et le mot est fort, de changement climatique parce qu'elle émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et c'est le deuxième secteur d'activité après les transports émetteurs de gaz à effet de serre, et donc qui devrait être absolument central dans les discussions de COP, quel que soit leur numéro, parce que l'agriculture peut être la solution également au changement climatique. L'agriculture occupe 60 à 70% des espaces tout autour de nous, et donc elle peut séquestrer des gaz à effet de serre pour permettre d'atténuer le changement climatique et se sauver elle-même finalement. Malheureusement, elle n'est pas dans les radars des ambitions des différentes COP qui s'enchaînent. Est-ce que l'Europe est une bonne élève parce qu'il y a eu cette année une réforme de la PAC, la politique agricole commune, une PAC qui se veut plus verte, en tout cas selon la Commission européenne? Alors, ça, c'est le récit, la fable qu'on raconte au sujet de cette nouvelle PAC. Il s'avère que dans l'ancienne PAC, sur les 7 ans qui se sont écoulés, 100 milliards d'euros étaient dédiés normalement à accompagner une agriculture plus résiliente à l'égard du climat. Les 100 milliards ont été effectivement décaissés, ils ne sont plus là. En revanche, quand la Cour des comptes examine comment ont été utilisés ces 100 milliards, eh bien on se rend compte qu'en vérité, ils ont été mobilisés, mais qu'ils n'ont pas servi à accompagner une agriculture qui s'attaque frontalement au changement climatique. Et la nouvelle PAC, qui n'a rien changé en vérité, elle n'est pas nouvelle, c'est la nouvelle génération, mais elle n'a rien de nouveau, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes enveloppes d'ailleurs, risque de nous conduire au même constat au bout du bout, c'est-à-dire qu'on aura dépensé de l'argent qui était normalement dédié pour s'attaquer au changement climatique et que malheureusement l'agriculture sera la grande absente des secteurs d'activité qu'on mobilise pour s'attaquer au changement climatique. Alors Benoît Biteau, le défi climatique, il est le même pour les agriculteurs du nord et du sud de la planète? Alors non, le combat des agriculteurs est forcément, qu'ils soient originaires du nord ou du sud, complètement différent. Je pense qu'au nord, et on a des COP autour de la biodiversité, on n'a toujours pas compris qu'une agriculture qui utilise des pesticides, des engrais de synthèse qui impactent le climat, la santé et la biodiversité n'est pas l'agriculture d'avenir. Et pourtant, ceux-là veulent imposer ces pratiques agricoles au sud. Alors qu'au sud, justement, ils ont compris que leur salut était une agriculture qui, justement, intégrait le changement climatique, mais surtout l'attaquer frontalement en faisant en sorte que leurs pratiques agricoles permettent la séquestration de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que la lutte n'est pas la même. Ils ne jouent pas à armes égales parce que la PAC dont on parlait tout à l'heure est aussi un outil qui pénalise les agriculteurs du Sud dans leur tentative de porter une agriculture qui permettrait d'atténuer le changement climatique. Certains disent qu'avec la guerre en Ukraine, l'Europe doit produire davantage pour nourrir le monde et que, pour faire bref, c'est peut-être pas le bon moment d'abandonner les pesticides, d'imposer des normes écologiques trop strictes à l'agriculture. On entend des choses comme ça ici au Parlement européen de la part de députés polonais notamment, mais il n'y a pas que. Moi, je qualifie cette approche de cynique et indécente. C'est-à-dire que ce que nous montre le conflit ukrainien, ce que nous montrent ces épisodes de sécheresse, c'est précisément la vulnérabilité de la sécurité alimentaire qu'on a construit autour de cette économie de marché mondialisée où on a spécialisé des zones de la planète, le blé en Ukraine, le blé en Russie, le soja sur le continent américain, le maïs sur le continent européen. On voit bien que la spécialisation de ces zones de la planète permet d'atteindre la sécurité alimentaire par le prisme d'échanges à l'échelon mondial. Et quand on a un épisode dramatique, qu'il soit géopolitique, qu'il soit climatique, on voit bien à quel point cette sécurité alimentaire est vulnérable. Et donc c'est précisément cette agriculture productiviste spécialisée qui nous rend vulnérables en termes de sécurité alimentaire qu'on voudrait remettre en selle sur fond de guerre en Ukraine. Alors qu'il faut radicalement changer d'orientation agricole pour justement sortir de cette vulnérabilité qu'on constate aujourd'hui avec la guerre en Ukraine.
Einstein disait, c'est pas avec ceux qui sont à l'origine des problèmes qu'on trouvera la solution. Eh bien, c'est exactement ça sur le sujet de l'agriculture et de la crise en Ukraine. C'est que c'est ces pratiques agricoles-là, ces logiques agricoles-là qui nous rendent vulnérables. C'est donc surtout pas celles-ci qu'il faut remettre en selle dans un cynisme, une indécence rare pour essayer de retrouver de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Merci Benoît Biteau, merci de votre enthousiasme. Merci à vous. Alors Nicolas Van Nuffel, une réaction peut-être à ces propos de Benoît Biteau? Je peux qu'adhérer à l'essentiel des messages qui ont été portés par M. Biteau. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, le 23 octobre, dans la marche qui a eu lieu ici à Bruxelles, eh bien, on était avec les agriculteurs, et nommément avec la FUGEA, l'un des grands syndicats agricoles, pour dire cette transition, on doit la faire, on n'a pas d'autre choix que de la faire avec le monde agricole. Alors il faut la faire avec le monde agricole parce que notre système alimentaire, il est à l'origine d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'agriculture fait malheureusement partie du problème à cause du modèle agro-industriel qui a été évoqué il y a quelques secondes ou quelques minutes. Mais l'agriculture doit faire partie des solutions aussi. Donc, on doit prendre les agriculteurs et les agricultrices avec nous. Et ça commence par réformer la PAC pour leur assurer un revenu décent. Aujourd'hui, nos consommateurs peinent à payer leurs factures d'énergie et d'alimentation, mais il faut savoir que nos agriculteurs peinent à terminer leur mois aussi. Alors Nicolas Van Nuffel, vous n'allez pas partir les mains vides. On a un petit cadeau pour vous, très modeste, une bouteille de Coca-Cola, parce que Coca-Cola sponsorise la COP27. Vous dites bravo à cette entreprise qui soutient la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, c'est évidemment un beau coup de pub de la part de Coca-Cola de financer la COP27. Je ne dis pas que cette gigantesque multinationale ne fait aucun effort, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un des premiers producteurs de plastique dans le monde et que les plastiques font partie du problème. Et en fait, ça pose la question, au-delà de pointer Coca-Cola nommément, du pare-feu de la paroi qu'on devrait mettre dans les négociations climatiques internationales. Vous savez, à l'Organisation mondiale de la santé, il y a bien longtemps, on a décidé que les producteurs de tabac ne pouvaient plus rentrer dans les salles de négociation. Il serait peut-être temps que les grands producteurs de pétrole, de gaz et de charbon se retrouvent en dehors des salles de négociation pour ne pas pouvoir résister au changement. Eh bien, je constate que notre cadeau fait pchit. Merci quand même, Nicolas Van Nuffel, de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.